Le Sénat avait introduit un article visant à rétablir le délit de séjour irrégulier. On pouvait sanctionner l'entrée illégale sur le territoire national, le maintien illégal sur le territoire national et surtout l'aide à la commission de ces délits. Malheureusement, l'Assemblée nationale, en tout cas la Commission, sous l'impulsion de la NUPES, sous l'impulsion de la Macronie, cet article a été supprimé. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous maintenir illégalement sur le territoire national, ça n'est pas un délit. Bonjour Edwige Diaz, merci d'être venue nous voir à Boulevard Voltaire. Vous êtes députée de la Gironde, vous êtes présidente du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes vice-présidente du Rassemblement National et membre de la Commission des lois où vous bataillez tous les jours en ce moment sur le projet de loi immigration proposé par Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Vous travaillez sur ce sujet depuis des mois, vous avez visité des prisons, vous avez visité des centres de rétention, vous travaillez sur les chiffres et on aimerait comprendre quels sont les enjeux de ce débat, les pièges, les attitudes des élus, les espoirs éventuellement que peuvent avoir les Français ou non sur un début de restriction des flux entrants. Alors d'abord, première question, Edwige Diaz, toute la France reste traumatisée par la mort de ce jeune Thomas Perotto. Comment l'avez-vous apprise vous-même? Comment l'avez-vous ressenti? Est-ce que cette mort vous oblige finalement et si oui, à quoi? Comme tous les Français, je pense que ce meurtre horrible a traumatisé les Français. Et en même temps, c'est un meurtre qui suit d'autres meurtres et qui, malheureusement, et je vous dis ça avec beaucoup de gravité, je pense que c'est un meurtre qui précède d'autres meurtres. En tout cas, ce que ça veut bien dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ensauvagement de la société ne touche plus que les grandes villes frappées par les trafics de drogue, le séparatisme, le communautarisme. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri et moi, je comprends que 80% des Français aient peur pour la sécurité de leurs enfants. En tout cas, je me permets d'adresser une pensée émue à la famille et aux amis de ce jeune homme. Alors, ça a donné lieu à une sorte de révolte populaire, on le sent bien, même si elle ne passe pour l'essentiel que par des mots, sauf à Romans-sur-Isère, où il y a eu une manifestation d'ultra-droite qui a fait couler beaucoup d'encre. On se souvient de la phrase de Gérard Collomb qui est beaucoup rappelée à ce propos. Vous savez, ces deux France qui vivent côte à côte et qui demain vivront peut-être face à face. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace aujourd'hui de guerre civile ou pas du tout ? Je pense pas qu'on puisse employer le terme de guerre civile. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a en effet une aggravation. Parce que le mot a été employé. Oui, mais le mot est peut-être employé peut-être de manière un peu exagérée, même si je peux comprendre le désarroi de beaucoup de Français qui, d'une part, n'ont plus confiance en la justice, parce que la justice est laxiste, et qui n'ont plus confiance en l'État pour assurer leur sécurité. Et nous, au Rassemblement national, nous ne proposons pas une voie qui nous dirigerait vers la guerre civile, mais nous voulons le retour d'un État fort. En tout cas, c'est pour ça que nous nous battons et c'est pour ça que nous combattons actuellement les politiques menées par le gouvernement. Alors, est-ce que cette mort terrible a eu un effet sur les membres de la Commission des lois? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça pèse sur les débats de cette loi sur l'immigration? C'est vrai que nous, au Rassemblement national, ça fait des années que nous alertons sur l'ensauvagement de la société, sur le laxisme judiciaire, sur l'immobilisme presque coupable des macronistes qui viennent souvent constater des dégâts mais qui n'en tirent pas les conséquences. On l'a vu avec l'assassinat de Samuel Paty.
Oui, bien sûr, les marches blanches, les minutes de silence, les nounours, les ballons, tout ça est nécessaire, mais ce n'est pas avec ces armes-là qu'on va lutter contre l'ensauvagement ou contre le terrorisme islamiste. Et donc, nous avons déploré, il y a quelques semaines, l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Donc, en fait, avec eux, c'est toujours la même chose. Ils viennent pleurer sur le lait qu'ils ont eux-mêmes renversé. Incriminent les oppositions et en l'occurrence le Rassemblement national quand nous pointons leurs responsabilités, ils nous attaquent de récupération politique et sauf qu'une fois le temps du deuil passé, eux n'agissent pas. Et donc c'est pour ça qu'on assiste à une récurrence de ces faits qui contribuent clairement à décourager les Français ou qui seraient tentés de se protéger, de s'auto-protéger parce que précisément l'État n'est pas à leur côté. Et nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous voulons dire à ces Français qu'il existe une autre voie, que la situation que nous subissons actuellement n'est pas le résultat d'une fatalité, mais elle est le résultat de mauvais choix politiques qui ont été menés. Et nous proposons une alternative. Alors justement, projetons-nous un petit peu dans quelques années en avant. Marine Le Pen est élue à l'Élysée, avec une avance, on verra si elle est confortable ou pas. En tout cas, elle est élue. Qu'est-ce qui change immédiatement pour les Français en matière d'immigration? Quelles sont les premières mesures que vous pourriez prendre ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, je veux dire que nous sommes particulièrement conscients que les Français attendent beaucoup de nous. Et nous ne sommes pas dans une perspective uniquement de victoire, mais nous voulons certes gagner l'élection présidentielle, mais nous voulons aussi être à la hauteur des engagements que nous prendrons. Et en tout cas, je peux vous dire que tous les députés qui ont été élus à l'Assemblée nationale ont pris des engagements vis-à-vis de leurs électeurs, des engagements en matière d'assiduité, de sérieux de travail et de force de proposition et surtout de courage politique. Et je peux déjà vous dire que ces engagements que nous avons pris, nous les avons tenus. Et donc, quand Marine Le Pen sera présidente de la République, elle tiendra ses engagements. Et en matière migratoire, la première proposition que nous ferons aux Français, c'est un référendum. Pourquoi ? Parce qu'ils sont près de 3/4 à réclamer un référendum. Là, on est en train d'étudier à l'Assemblée nationale une énième loi qui finalement ne changera rien, mais les Français ne sont jamais consultés sur un sujet qui est à ce point important, parce que la question migratoire a un impact sur notre quotidien, peut avoir un impact sur notre identité, sur nos coutumes, sur nos habitudes, sur notre vie en général. Et donc oui, il faut consulter les Français sur le sujet. Et donc par voie référendaire, nous allons leur demander quelle est leur vision de la politique migratoire, c'est-à-dire est-ce que oui ou non il faut rétablir supprimer le droit du sol. En tout cas, nous avons préparé un projet de loi référendaire qui est disponible sur le site du Rassemblement national, d'ailleurs, qui se trouve au sein d'un livret qui s'appelle « Aime la lutte contre l'immigration ». Donc, vos auditeurs peuvent aller le consulter. Et en fait, on leur présente un projet de loi qui traite de tous les aspects, en fait, qui sont totalement évités par le gouvernement. Donc, le droit du sol, la possibilité d'expulser les délinquants étrangers, la possibilité de réserver la priorité nationale, par exemple, au logement ou aux allocations familiales aux Français. En fait, toutes ces choses qui sont particulièrement importantes, mais que le gouvernement se plaît à écarter. L'immigration légale, les 275 000 immigrés par an, légaux, ça, même peut-être plus que ça. Si on compte les demandes d'asile et les titres de séjour, plus les visas étudiants, etc., en fait, on est quasiment à 500 000 entrées légales par an. C'est-à-dire quasiment la ville de Toulouse, quoi. Ouais. C'est ça. C'est impressionnant. Donc, ils dépendront, on asséchera ces arrivées qu'à partir du moment où le référendum aura été... Oui. Tout à fait. Aura opéré des changements constitutionnels. Oui, c'est ça, parce que là, en fait, la loi que M. Darmanin nous présente, nous l'avions déjà dénoncée. Nous avions dit que c'est une loi qui est présentée comme visant à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais en fait, le ministre de l'Intérieur ne va pas lutter contre l'immigration régulière ni en expulsant les étrangers irréguliers, ni en les empêchant d'arriver, mais en les régularisant. Parce qu'il existe aujourd'hui tout un tas de filières qui sont absolument dévoyées. Par exemple, les mineurs non accompagnés, sur lesquels on reviendra, j'imagine.
les titres de séjour pour raisons familiales, les titres de séjour étudiants aussi, ou alors les titres de séjour pour soins. Donc en fait, toutes ces filières d'immigration sont totalement dévoyées et M. Darmanin n'entend pas mettre fin à ces dérives. Contrairement à nous, et nous le lui faisons remarquer, il n'apprécie pas beaucoup ce qui contribue à un peu cette atmosphère de tension qui règne au sein de la commission des lois, parce qu'en fait, M. Darmanin essaye de faire oublier son bilan. Mais M. Darmanin, c'est celui avec Emmanuel Macron. Alors j'ai pris les chiffres. Donc depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, ce sont plus d'1,6 million titres de séjour qui ont été délivrés. Ce sont près de 700 000 demandes d'asile qui ont été déposées. Alors on pourrait se dire, les demandes d'asile, oui, quand les gens sont déboutés du droit d'asile, ils partent. Mais non, malheureusement non, parce que la Cour des comptes, la Cour des comptes en 2015 nous expliquait que 96% des déboutés du droit d'asile restent sur notre sol. Ça veut dire que chez nous, tout le monde rentre, mais personne ne sort. Et ça, c'est la grande difficulté. Et donc toutes ces aspirations pour les migrants, donc droit du sol, étudiants, les chômeurs, l'immigration familiale, 86 000 bénéficiaires en 2021, tout cela serait asséché par la voie du référendum. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, M. Darmanin nous oppose des inconstitutionnalités ou alors des inconventionnalités. Et donc nous disons que, vu l'importance de l'immigration dans notre pays, il faut que les Français puissent se saisir de ce sujet. Et nous souhaitons que la Constitution régisse, ou en tout cas permette à la loi, c'est-à-dire au Parlement, de régler ces dispositifs-là. Parce que là, on nous dit, oui, mais là, vous ne pourrez pas agir sur tel ou tel sujet parce que ce n'est pas conforme à la Constitution. Par exemple, l'aide médicale d'État. Moi, je me souviens que M. Darmanin, il y a encore quelques mois ou quelques semaines, nous disait, on va supprimer l'aide médicale d'État au profit d'une aide médicale d'urgence. Et la semaine dernière, M. Darmanin se rend compte que cette transformation ne serait pas constitutionnelle. Alors, je me dis quand même que c'est assez grave pour un ministre de l'Intérieur en exercice depuis un certain nombre d'années de découvrir, au détour d'un projet de loi, qu'il y aurait une inconstitutionnalité en la matière. Sauf que l'aide médicale d'État, si on peut s'arrêter un petit peu oui, dessus, bien sûr, c'est important, c'est un point majeur. C'est considérable parce que l'année dernière, plus de 400 000 clandestins, c'est-à-dire personnes en situation irrégulière, ont bénéficié de ce dispositif. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 20 ans, c'était à peu près 150 000. C'est dire que ce dispositif d'aide médicale d'État contribue à être une pompe aspirante. Puis surtout, ce dispositif coûte très cher. Pour un coût considérable, de plus d'1 milliard d'euros. Exactement, je crois. voilà. C'est plus d'1 milliard d'euros. Et pour couper court à toutes les caricatures que nos adversaires font de nous, nous, au RN, nous ne souhaitons laisser mourir personne dans la rue. Évidemment et c'est pour ça que nous voulons transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Mais avouez que quand de plus en plus de Français ou vivent dans des déserts médicaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux soins, ou alors qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, c'est-à-dire qu'ils renoncent à des soins, je trouve que c'est pas tellement juste, socialement parlant, qu'on octroie des soins de grande qualité à ces clandestins. Parce que là, aujourd'hui, dans l'aide médicale d'État, tous les soins sont pris en charge, sauf la PMA et sauf les cures thermales. Ça veut dire que anneau gastrique, recollement des oreilles, rhinoplastie, tout ça, c'est pris en charge par l'aide médicale d'État. C'est un scandale d'État. Mais est-ce que l'aide médicale d'urgence que vous prenez ne serait pas, elle aussi, une pompe et ne pourrait pas être détournée assez facilement, finalement, de son objectif et de son esprit pour, finalement, arriver à une espèce d'AME ou l'équivalence ? Alors non, parce qu'en fait, nous, en amont, nous allons lutter contre l'immigration irrégulière. C'est-à-dire qu'il y aura moins de clandestins dans notre pays. Mais si une personne est porteuse d'une maladie, d'un virus qui pourrait contaminer d'autres personnes, évidemment que nous allons soigner cette personne. Si une femme est enceinte, par exemple, évidemment, nous n'allons pas la laisser accoucher dans la rue. Toutefois, je vous dis, les soins de complaisance ou les soins quasiment esthétiques, tout sauf les cures thermales et la PMA. Évidemment que ça, nous allons épargner ça aux finances des Français. Alors, venons-en à la commission des lois qui vous occupe beaucoup.
quelle est l'ambiance de cette commission? D'abord, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est très sérieux? Quels sont un peu les horaires de travail? Et surtout, est-ce que ça laisse un espoir d'y arriver? Mais d'abord, dans quelle ambiance politique est-ce que vous travaillez? Alors, c'est une ambiance très tendue, puisque nous mettons M. Darmanin face à son bilan. Donc le bilan que je vous ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration que sous les quinquennats Emmanuel Macron. Et nous rappelons à M. Darmanin que ce n'est pas la peine d'essayer de nous faire croire qu'il est ferme à Paris alors qu'il est laxiste à Bruxelles. Je m'explique. M. Darmanin et ses amis au Parlement européen sont favorables au pacte des migrations. Ce pacte qui consiste à répartir 70 millions de migrants au sein de l'Union européenne et si toutefois un pays s'opposait à cette relocalisation de migrants, eh bien, ce pays se verrait on lui imposerait une amende de 20 000 € par migrant. Et il y a 2-3 semaines, nous avons commencé les auditions en prévision de ce projet de loi et j'ai eu l'occasion d'interroger un très haut fonctionnaire de la Commission européenne et je lui ai dit comment vous justifiez cette amende de 20 000 € par migrant pour les pays qui seraient opposés à cette relocalisation forcée. Et il m'a répondu, alors déjà, ça aurait dû être 30 000. C'était le premier chiffre cité. Le premier chiffre cité, c'était 30 000. Demandé, semble-t-il, par Emmanuel Macron lui-même, non? Ou par la France? Alors, j'ai pas eu ce détail, mais donc en fait, il nous a demandé de nous contenter de ces 20 000 €. Et en fait, ces 20 000 € visent à prendre en charge donc l'accueil des migrants, leur hébergement, leur insertion, leur famille, enfin tout ça. On parle quand même de plus d'une fois et demie le SMIC par an, voilà, qu'on va attribuer à ces migrants. Donc, M. Darmanin est favorable à cette répartition de migrants ou au fait qu'on doive payer 20 000 € par migrant. Donc je voudrais déjà dénoncer le double discours de Darmanin. Et donc forcément, il est assez fébrile quand on lui renvoie à la figure son bilan et quand on lui dit qu'il ne dupera personne avec ce projet de loi. Après, vous avez la NUPES. Vous avez la NUPES qui, elle, veut régulariser tout le monde. Voilà. Ils veulent fermer les centres de rétention administrative, ils veulent régulariser les étudiants, les clandestins malades, tous ceux qui travaillent, voilà, ils veulent régulariser tous ceux qui travaillent. On se demande même si ce ne sont pas les complices du capitalisme, pour le coup, avec cette proposition. Ils sont totalement naïfs ou alors aveuglés par leur idéologie. Je ne sais plus quoi penser, en fait, parce que quand ils parlent des mineurs non accompagnés, par exemple, il nie le fait qu'il y a une suspicion très importante de fraude qui entoure ce statut. Je veux dire, il y a quand même des présidents de conseils départementaux ou alors des magistrats qui disent que sur le nombre de personnes qui se déclarent mineurs non accompagnés, on peut estimer la fraude jusqu'à 80%. Et ça, ils le contestent. Ils parlent d'eux comme étant des enfants. Quand on leur explique qu'il y a un certain nombre de mineurs non accompagnés qui sont des délinquants, ils le contestent. Et quand vous leur expliquez que 75% des mineurs déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs non accompagnés, ils le contestent aussi. Ces gens contestent les chiffres. Vous voyez, moi, je suis originaire de Gironde et à Bordeaux, il y a quelques années, les chiffres de la préfecture nous indiquaient que 42% des crimes et délits commis à Bordeaux étaient le fait de mineurs non accompagnés. Voilà. Et eux, ils persistent à dire qu'il s'agit d'enfants qui seraient victimes, etc. etc. Un certain nombre, oui, mais pas tous. Voilà, pour le coup, il ne faut pas faire d'amalgame. Ouais, il y a une cécité volontaire. Oui, une cécité volontaire. Je pense, juste pour vous couper, je pense en fait qu'ils créent leur futur, en tout cas, ils essayent de créer leur future clientèle électorale. Voilà, quand ils veulent régulariser tout le monde, je pense que les mélenchonistes sont tout à fait conscients du décrochage qu'ils ont dans l'opinion publique. Monsieur Mélenchon est considéré comme la personnalité politique la plus dangereuse en France. Et puis, les Français se sont bien rendus compte que le comportement de la NUPES au moment de la réforme des retraites a été totalement contre-productif. Si on n'a pas pu arriver à l'article 7, c'est-à-dire à l'allongement, faire passer de 62 à 64 ans,
Et s'il y a eu de l'obstruction, c'est de la faute de la NUPES. Donc je pense que les Français se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à attendre de la NUPES, qu'ils étaient quelque part des révolutionnaires en carton, mais qui c'était surtout très dangereux pour les institutions de la République. Deux mots sur l'attitude des LR, d'une part, et des macronistes de l'autre. Est-ce que les macronistes sont unis comme un seul homme derrière Darmanin et Dussopt, qui portent cette réforme, ou pas? Alors déjà, je voudrais vous faire part de ma surprise quant à la disparition totale de M. Dussopt. On nous a présenté ce texte il y a plus d'un an et demi, en disant que ça serait un texte moitié ministère de l'Intérieur avec M. Darmanin et moitié ministère du Travail avec M. Dussopt. M. Dussopt est très pris par un procès qu'il occupe actuellement, sur lequel je ne fais aucun commentaire, mais juste, je veux dire, on étudie un texte porté par un ministre qui n'est pas là. Donc ça pose quand même un vrai problème sur ce sujet. Et ensuite, sur l'union de la Macronie, pas du tout. Ils sont totalement divisés. Et ils font carrément la courte échelle à l'extrême gauche NUPES. Ça, c'est clair. Et, certains, peut-être la branche gauche, non? Mais oui, c'est Sacha Houlié c'est ça. qui préside les débats. Exactement. Et qui lui-même est dans cette frange gauche. Exactement. Et d'ailleurs, Sacha Houlié, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'été 2022, quand M. Darmanin nous a annoncé son grand projet de loi, la première réaction de Sacha Houlié, qui est donc président de la commission des lois, ça a été présenter une proposition de loi visant à donner le droit de vote et d'éligibilité au moment des élections municipales aux étrangers extra-communautaires. C'est-à-dire qu'il va contribuer à créer une sorte d'ingérence étrangère parce que si on donne le droit de vote et d'éligibilité à des étrangers, ça veut dire que des étrangers vont avoir leur mot à dire et peut-être plus que ça, ils vont diriger, si jamais ils gagnent une élection, des aspects de notre vie quotidienne. Parce que dans les élections municipales, on vote tout ce qui a trait à l'école, à la voirie, à l'urbanisme, aux associations, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on prend le risque de favoriser un certain communautarisme et surtout on prend le risque de favoriser une communauté devant laquelle on pourrait se coucher et surtout et pour lesquelles on pourrait accepter des revendications. Donc ça, c'est M. Houlié. Et il y a seulement quelques semaines, quand M. Darmanin est revenu à la charge avec son projet de loi immigration, M. Houlié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été co-signé une tribune avec des élus de la NUPES, une tribune dans Libération, visant à réclamer la régularisation des travailleurs clandestins. Donc voilà qui préside la commission des lois. Et moi, je vous assure qu'un certain nombre d'amendements sont identiques entre la NUPES et la Macronie. Et je pense que l'aile gauche de la Macronie est majoritaire. En tout cas, elle est suffisamment puissante pour faire plier M. Darmanin, qui ne sortira rien de ce texte. Mais je pense que M. Darmanin a un poids tout à fait à relativiser dans le gouvernement. Parce que... je vous l'ai dit, il a annoncé son projet de loi il y a 1 an et demi. Il a été reporté. En fait, donc il l'a annoncé en été 2022, pour vous faire un petit peu la chronologie. Il devait être présenté en hiver 2022. Finalement, le texte a été reporté. Il a été remplacé par un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Ensuite, il nous dit, bon, ça va passer d'abord au Sénat. Puis on a eu les 100 jours, les 100 jours d'apaisement qui se sont soldés par des émeutes. Ensuite, du coup, les émeutes. Ensuite, le texte ne passe pas en séance plénière du Sénat parce qu'il y a les élections sénatoriales. Et finalement, le texte arrive seulement maintenant. C'est dire le faible poids de M. Darmanin, qui en plus s'est vu griller la priorité un certain nombre de fois par Mme Borne. En fait, tout ce qu'a annoncé M. Darmanin a été contredit par Mme Borne. Et donc, M. Darmanin est carrément impuissant, mais de toute façon, M. Darmanin, en ce moment, quel est son objectif? C'est on le voit bien, il est dans une posture de carrière politique personnelle. On a bien vu sa rentrée politique cet été. M. Darmanin se voit déjà président de la République en 2027. Oui, ça c'est certain. Mais cela dit, ça partait de plein de bonnes intentions, puisque Darmanin et Dussopt voulaient renforcer notre efficacité, protéger l'ordre public et lutter contre l'immigration irrégulière. C'était les grands objectifs affichés. Ouais, ils voulaient engager une réforme structurelle de notre système d'asile. C'était bien, non? Et Sylvain Maillard, je complète, puisque
puisqu'il en a parlé ce matin sur les ondes Europe 1. Sylvain Maillard, donc chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, il parlait d'un projet de fermeté lui aussi, et il dit qu'aujourd'hui, il y a 12 recours possible pour un étranger illégal en France, et que de ces 12 recours, on passerait à 3, et lui-même est favorable à seulement 2 recours. Ça va dans le bon sens, là aussi, non ? C'est typiquement une mesure d'affichage, en fait, parce que là, aujourd'hui, en gros, vous avez 12 cases qui vous permettent de faire des recours, et demain, vous aurez 3 cases. Mais ça ne diminuera pas le stock de clandestins. C'est juste qu'en fait, voilà, ils vont changer de case. Mais ça ne va pas diminuer le nombre de clandestins sur notre territoire qui culmine, et ça, c'est assez grave, entre 600 000 et 900 000 actuellement dans notre pays. Ils sont très bons pour l'affichage, les macronistes, mais derrière, il n'y a rien en fait. Pourquoi il n'y a rien ? Parce qu'ils refusent de changer la Constitution. Et donc là, on est en train de débattre de mesurettes administratives qui sont vraiment aux antipodes de l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que cette proposition-là, sur le regroupement familial, apporterait une solution ? Non, il n'y a rien qui a été... Il n'y a aucun avancement sur la question du regroupement familial. Là, une fois de plus, les macronistes se sont totalement couchés devant les diktats moraux de l'extrême gauche. Donc, il n'y a aucune avancée sur le regroupement familial. Vous savez, j'ai prévu ma fiche parce qu'en fait, tout ça, c'est les renoncements. Vous voyez, on n'a pas fini d'étudier l'article encore. Nous sommes donc vendredi midi. On n'a pas fini d'étudier le projet de loi, mais donc en fait, les restrictions des conditions du regroupement familial, elles ont été supprimées. Le durcissement des conditions de délivrance de cartes de séjour, ça a été supprimé. Allongement de 3 à 5 ans des conditions pour bénéficier d'une carte de résident de 10 ans, ça a été supprimé aussi. Cautionnement pour les études des étrangers, ça a été supprimé. Rétablissement du délit de séjour irrégulier, supprimé. Déchéance de la nationalité pour des personnes ayant commis des méfaits très graves, ça a été supprimé. Restriction du droit du sol, supprimé. Création d'un fichier national pour les mineurs non accompagnés délinquants, ça a été supprimé. Il ne reste rien de ce texte. Oui, donc on voit bien, ça donne toute l'ampleur du double discours. Oui, c'est ça. Et l'aide médicale d'État aussi, on en a parlé, mais l'aide médicale d'État supprimée aussi. 2 mots sur la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, une loi de 2000, et les migrants dans les campagnes. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de vos débats, cette affaire, mais là aussi, ça braque beaucoup les Français, hein, qui sont quand même vent debout, évidemment, contre ces solutions qui viennent de l'Europe, d'ailleurs. Est-ce que, là aussi, ça fait partie de vos discussions ? Alors, pas tout à fait d'un point de vue du SRU, même si nous avons déposé un amendement pour demander que les centres de rétention administrative n'amputent pas sur la disponibilité foncière des communes. Parce qu'il y a un vrai sujet, les centres de rétention administrative doivent être placés dans les grandes villes, ou en tout cas aux abords des métropoles. Le problème, c'est qu'en raison de la loi SRU et de la loi relative aux ZAN, donc zéro artificialisation nette des sols, eh bien, les maires ont de moins en moins de latitude en matière d'urbanisme. Et donc nous, au RN, nous ne sommes pas du tout favorables à la bétonisation des villes. En revanche, il faut que les maires puissent quand même, et notamment c'est le cas dans les communes rurales, il faut que les maires puissent construire, parce que sinon ces communes ne deviendront plus attractives, il y aura moins de familles qui arriveront, moins de commerces qui s'installeront, et du coup la conséquence c'est quoi ? C'est le vieillissement de la population, le dépeuplement des communes et la fermeture des classes et in fine la fermeture des services publics. Autre question sur le prosélytisme qui est lié aussi à tous nos débats, le prosélytisme pro-immigration dans les écoles de la République, qui est activement pratiqué par exemple par un Cédric Héroux, qui est spécialiste de l'aide aux étrangers en situation irrégulière. Est-ce que le gouvernement avance dans cette situation et qu'est-ce que vous proposez, hein? Et ça va, je vous pose la question parce que ça va avec, toute cette mouvance est très favorable aux associations immigrationnistes, hein, type SOS Méditerranée, qui sont soutenues par l'État. Donc, comment est-ce qu'on peut agir face à cette situation dans laquelle l'État aide finalement à l'immigration ?
Alors, le Sénat avait introduit un article visant à rétablir le délit de séjour irrégulier, ainsi que... Donc, en fait, l'entrée, on pouvait sanctionner l'entrée illégale sur le territoire national, le maintien illégal sur le territoire national, et surtout l'aide à la commission de ces délits. Malheureusement, l'Assemblée nationale, en tout cas la Commission, donc je vous l'ai dit, sous l'impulsion de la NUPES, sous l'impulsion de la Macronie, eh bien, cet article a été supprimé. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous maintenir illégalement sur le territoire national, ça n'est pas un délit. Et il y a un amendement présenté par la NUPES qui parlait de Cédric Herrou. Donc l'amendement ne présentait pas Cédric Herrou comme étant une personne condamnée par la justice, comme étant une personne qui a favorisé l'arrivée de manière illégale sur le territoire national et donc qui se fait presque un genre de complice des passeurs. Il a été présenté comme un agriculteur. Et il a été présenté comme le symbole de fraternité, voyez, d'une valeur de fraternité. Donc ces gens sont complètement déconnectés de la réalité, mais malheureusement, donc des personnes comme Cédric Herrou, finalement, ne pourront plus être poursuivis. Et pire, ils ne seront pas interdits de prosélytisme dans les écoles, par exemple. On sait que Cédric Herrou va dans les écoles expliquer ce qu'il fait. Et donc, la Macronie et la NUPES cautionnent, voire encouragent cet embrigadement de la jeunesse qui vise à expliquer finalement que les clandestins ne sont pas des délinquants. Vous voyez, c'est particulièrement grave. Et il n'y a aucune volonté gouvernementale pour inverser la tendance. Il n'y a qu'à regarder le projet de loi de finances 2024 et 2023 pour avoir une comparaison. Donc si ma mémoire est bonne, l'année dernière, ce sont 750 millions d'euros qui ont été attribués à des associations immigrationnistes. Et cette année, dans le PLF, et adopté par 49.3 au passage... Le projet de loi de finances. Oui, le projet de loi de finances, validé par 49.3. Et bien là, on a augmenté le montant alloué à ces associations immigrationnistes. On l'a augmenté à 981 millions d'euros. C'est considérable. Donc, matériellement, il n'y a rien qui peut nous faire dire que le gouvernement va lutter contre l'immigration illégale parce qu'il ne diminue pas les montants alloués à ces associations immigrationnistes. Donc, en fait, avec l'argent de l'État, les associations immigrationnistes luttent contre les lois de l'État. Et donc, en fait, ils alimentent financièrement, avec l'argent public, un système qui vise à affaiblir notre État. C'est très, très grave. Et l'année dernière, à l'occasion des discussions à l'Assemblée nationale, nous avions déposé un amendement pour faire en sorte que les donateurs d'associations immigrationnistes ne puissent plus bénéficier d'une déduction fiscale. Parce qu'en fait, si quelqu'un bénéficie d'une déduction fiscale, ça fait en fait des recettes fiscales en moins pour l'État. Donc d'un côté, ça veut dire que ce sont tous les contribuables qui payent indirectement pour faire bénéficier de déductions fiscales les personnes qui font des dons aux associations immigrationnistes. Notre amendement a été rejeté. Là, une fois de plus, par la majorité et par la NUPES, main dans la main. Oui, donc on voit bien le double discours et le double jeu. Deux mots sur les métiers en tension. On est exactement dans le même, il faut qu'on en parle, parce que c'est au cœur de ce projet de loi. C'est l'article 4 bis du projet de loi immigration. Ça a été conçu par les LR et la majorité présidentielle. Est-ce que c'est une prime à la clandestinité ou non? Tout à fait. Alors, pour refaire l'histoire, donc on nous avait expliqué au début que le texte serait gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Enfin, vous vous souvenez des propos de M. Darmanin. Bon, en fait, voilà, nous, ce que nous avons dénoncé depuis le début, c'est que ce texte régulariserait massivement des clandestins. Et donc là, en fait, on nous explique qu'il faut régulariser les clandestins qui travaillent dans des métiers en tension. Donc plusieurs choses à dire sur ce sujet. Déjà, c'est que ça fait des décennies qu'on nous explique qu'il faut accepter des étrangers pour faire des métiers que soi-disant les Français ne voudraient pas faire. Moi, je précise qu'il y a 5 millions de Français qui cherchent un emploi dans notre pays pour environ 350 000 offres d'emploi disponibles.
le gouvernement a un temps dit que cela répondait à un besoin des chefs d'entreprise. Or, les chefs d'entreprise se sont à plusieurs reprises exprimés, que ce soit en commission ou dans la presse, et ils ont indiqué que cela relevait d'une décision politique et que eux ne demandaient pas la régularisation des clandestins. Parce qu'il y avait, et qu'ils ne souhaitaient pas être instrumentalisés par le gouvernement. Et eux ont dit qu'aujourd'hui, il y avait de la main-d'œuvre qui était mobilisable dans notre pays. Ils ont pensé, par exemple, aux personnes qui sont au RSA. Ils ont pensé aux 10% de jeunes qui sont totalement inactifs dans notre pays. Et ils ont aussi évoqué les seniors qui vont être de plus en plus nombreux, puisque maintenant, on prend plus sa retraite à 62 ans et à 64 ans. Donc ils ont exprimé leur souhait de ne pas être instrumentalisés par ces débats. Nous, au RN, nous disons qu'avant d'aller faire venir de la main-d'œuvre étrangère qui viendra concurrencer les travailleurs français, nous disons qu'il faut repenser le problème. Et nous avons présenté les solutions suivantes au gouvernement qui les a toutes balayées d'un revers de la main. Nous avons dit que s'il y a des métiers qui n'arrivent pas à recruter, c'est parce qu'il y avait un problème de rémunération. Et l'année dernière, à l'occasion de notre niche parlementaire, nous avons proposé une revalorisation de 10% des salaires, moyennant une exonération des cotisations patronales. Parce qu'on a tous rencontré des chefs d'entreprise qui nous disent « Moi, je voudrais bien augmenter mes salariés pour les fidéliser, parce qu'ils sont méritants, etc. Mais je ne peux pas et augmenter le salaire et payer les charges. » Donc c'est pour ça que nous avions proposé une exonération patronale. Le gouvernement a rejeté, et la NUPES aussi a rejeté notre proposition. Nous avons dit qu'il fallait mettre l'accent sur la formation, parce qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les métiers qu'ils recherchent et les formations qui sont proposées. Nous souhaitons par ailleurs abaisser l'âge de l'apprentissage à 14 ans, pour éviter que des jeunes s'ennuient à l'école alors qu'ils sont très doués manuellement, et nous considérons que l'apprentissage n'est pas une voie de garage, bien au contraire. Et dernier point, c'est la question du logement. Donc moi, je suis élue en Gironde. Et oui, je connais des restaurateurs qui, par exemple, à Arcachon, n'arrivent pas à recruter de la main-d'œuvre. C'est normal, c'est parce que le logement est en tension. Et donc, évidemment, que quand vous êtes serveur, vous n'avez pas les moyens de vous payer un appartement à Arcachon. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir cette politique de logement. On peut peut-être donc développer les logements saisonniers, utiliser les internats dans les lycées, dans les collèges, etc., pour mettre à disposition des saisonniers. Exactement, il n'y a pas de fatalité. Donc tout ça me permet d'écarter les arguments fallacieux de la Macronie et aussi de la NUPES qui, elle, veut instrumentaliser le statut de travailleur pour régulariser massivement tous les clandestins. Dernière question, Edwige Diaz, parce que le temps passe très vite. Vous avez vu que la maire de Romans-sur-Isère a été menacée de décapitation. Vous êtes vous aussi une femme élue. Est-ce que vous sentez la pression, le danger de ce statut et est-ce que ce type de désagrément, on va dire ça comme ça, pourrait vous arriver? Malheureusement, ça fait plusieurs années que les élus de la République alertent sur les menaces et les agressions dont ils sont victimes. Mais là, une fois de plus, le ministre de l'Intérieur a été totalement impuissant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sentiment d'impunité dans notre pays. Moi, je me permets au passage d'adresser tout mon soutien à Madame le maire. Et là, c'est pareil en fait. Tant que les délinquants sont galvanisés par un sentiment de toute puissance qui est justifié de par le laxisme judiciaire qui règne dans notre pays, il est évident que ces gens-là ne seront pas dissuadés d'agir. Voilà, ils vont attaquer des élus de la République, ils ne seront pas poursuivis, ils ne seront pas condamnés, ils vont bénéficier de ce laxisme judiciaire, donc ils ne seront pas dissuadés de récidiver. Et donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on a, je crois, une quarantaine de démissions de maires par mois. Donc oui, il faut se poser les questions, mais M. Darmanin ne se les pose pas. Merci Edwige Diaz, merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable et c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour notre grand entretien du week-end.